Merci, merci Pierre, merci à toutes et à tous d'être avec nous aujourd'hui. Merci aux équipes d'Air Paris et aux équipes de Bruit Paris pour l'organisation de cet événement, ce webinaire. Je commencerai par dire que c'est, à ma connaissance, le premier événement que nous organisons conjointement, Bruit Paris et Air Paris, et ça me fait chaud au cœur. Quand je suis arrivé à la présidence de Bruit Paris, j'ai très rapidement demander à ce que on se rencontre avec les équipes d'Airparis que je connaissais bien par mon activité antérieure. Et je crois que cette, euh, cette communion, pour utiliser un terme un petit peu déplacé, mais qui me semble opportun, est tout à une grande importance. D'autant plus que Airparis et Bruit ont une histoire passée commune. Fanny Mikliti, qui est aujourd'hui la directrice de Bruit Paris, a une histoire à Air Paris. Et cette histoire au passé, j'aimerais aussi qu'on puisse l'écrire ensemble au futur. On verra de quelle manière. Mais je pense encore une fois qu'on a de grands points communs. Euh, Peut-être d'une part parce qu'on est des observatoires à l'échelle de la région Île-de-France, mais aussi peut-être parce que et le bruit et l'air ont dans leur origine, dans leur cause, ce point commun majeur que sont les transports. Et ça m'amène à donc évoquer le sujet qui nous réunit aujourd'hui, donc ces cartes, cette cartographie qui a été co-construite. Alors, je laisserai les équipes les présenter en plus de détails, mais elles sont importantes. C'est la première fois qu'on les réalise de manière commune. Elles ont un écho, elles ont trouvé un écho fort puisque celles et ceux qui l'ont vu quand elles ont été publiées initialement, donc il y a quasiment un mois jour pour jour, elles ont trouvé un écho fort dans la presse parce qu'elles recoupent des préoccupations importantes et parce que c'est une carte, c'est comme une image et une image vaut mille mots et c'est très fort. Et donc je félicite en tout cas les équipes qui ont participé ce bel objet. Sur les résultats en détail, encore une fois, je laisserai les équipes les présenter, mais pour celles et ceux qui connaissent bien et les problématiques de qualité de l'air et les problématiques de qualité sonore, il n'y a pas de grande révolution, il n'y a pas d'énormes surprises, puisqu'on connaissait déjà à l'avance les données. En revanche, il y a toute une méthodologie qui a été construite à l'occasion de cette réalisation, et je pense que cette méthodologie, elle est très intéressante. Et donc, ça mérite très clairement ce webinaire. Sur les résultats, je dirais aussi juste un mot assez court. Euh, L'impact, enfin, l'utilisation de ces cartes, elle peut être à la fois pour les collectivités qui vont pouvoir euh, mieux construire leur plan d'urbanisation. En tout cas, on l'espère que ça les aidera dans leur prise de décision, puisqu'on identifie des zones qui sont très concernées et d'autres qui sont beaucoup moins. Et bien entendu, il faut espérer que soient aménagées celles qui sont plutôt protégées. Mais je pense que un intérêt aussi vraiment majeur, c'est un intérêt vraiment scientifique parce que on sait, donc encore une fois, et c'est pas là la grande nouvelle de cette étude, on sait qu'il y a des zones qui sont exposées au bruit et à la pollution de l'air, mais la question de savoir est-ce que ces effets s'additionnent, se soustraient, se multiplient, et puis comment est-ce que justement ils interagissent, elle reste encore à élucider. Et à mon sens, ces cartographies donc, qui viennent d'être rendues publiques, elles vont être un outil très puissant pour justement comprendre ces interactions entre pollutions, qui sont bien sûr un enjeu majeur dans les zones urbaines denses qui sont particulièrement touchées par tous ces effets. Et j'espère que donc ces cartographies qui sont mises à votre disposition vont permettre des travaux de recherche sur justement les interactions entre les différentes pollutions. On sait alors, en chimie, en santé publique, que les interactions sont nombreuses et qu'elles sont parfois surprenantes. On se doute qu'il y a un certain nombre de choses qui sont communes à la pollution sonore et à la pollution atmosphérique. Maintenant, j'espère qu'on va pouvoir enfin en avoir le cœur net. Et donc, avec ce message d'espoir dirigé en direction de la communauté scientifique et des experts de ces deux thématiques, je laisse tout naturellement la parole à Philippe Quesnel, qui est donc le président d'Air Paris et qui est justement un grand expert de santé publique. Merci.
Merci Olivier. Je suis comme toi ravi aujourd'hui de voir si nombreux les participants à ce webinaire qui témoignent de l'importance accordée à cette problématique pollution atmosphérique et bruit. Bon, je rappellerai quand même en quelques mots aux participants qu'AirParif est donc un observatoire indépendant de la qualité de l'air en Île-de-France, agréé par le ministère de l'Environnement et qui surveille déjà depuis 45 ans la qualité de l'air respiré par les Franciliens, grâce donc à un dispositif de surveillance qui couvre toute la région. Mais au-delà de cette surveillance, Air Paris met également son expertise au profit de l'État, des collectivités territoriales, des acteurs économiques, pour les accompagner dans l'élaboration et l'évaluation de leur politique publique et de leur plan d'action, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Olivier, sur les problématiques air, climat, énergie. Enfin, notre association, Air Paris, joue un rôle important dans l'amélioration des connaissances scientifiques. Tu viens de le souligner, Olivier, l'importance des interactions avec la recherche, mais elle joue aussi un rôle majeur dans la formation des citoyens. Donc aujourd'hui, nous intéressons à une question extrêmement importante qui est une illustration de la question centrale des expositions multiples aux facteurs environnementaux. Et cette double exposition, pollution de l'air et pollution sonore, présente, de mon point de vue, un triple intérêt. Tout d'abord, comme tu l'as rappelé, il s'agit d'un défi scientifique, tout à la fois en termes de caractérisation, mais aussi en termes d'évaluation des impacts sur la santé. Les méthodologies qui sont développées, de mon point de vue, ouvrent également la voie à la mise en œuvre opérationnelle de ce fameux concept d'exposome appliqué aux environnements urbains. Deuxièmement, cette double approche est vraiment intéressante puisqu'il s'agit d'une approche intégrée qui, on le sait, en termes de politique publique, permettra de mettre en avant les co-bénéfices des politiques de réduction, mais aussi, comme tu l'as évoqué, les antagonismes potentiels que l'on pourra observer. Enfin, cette approche intégrée permettra de diffuser une information au public qui sera moins compartimentée, plus synthétique et probablement plus recevable du point de vue de sa pertinence. Et donc, c'est pour ces raisons que nous nous sommes associés et que nous avons collaboré avec Bruit Paris pour développer donc cette première cartographie de la double exposition des Franciliens aux pollutions sonores et atmosphériques grâce, comme cela a été souligné, à une méthodologie inédite. Et conformément à nos missions, ces cartographies ont été élaborées pour mieux informer sur les enjeux de pollution atmosphérique et sonore et pour également mieux accompagner les collectivités franciliennes dans leur politique publique grâce à cet outil qui devrait, sans aucun doute, faciliter les diagnostics et les prises de décision, notamment en matière d'urbanisme, pour réduire l'exposition des franciliens à ces deux nuisances environnementales. En effet, à contrario de certains discours, il n'est pas inutile de rappeler que bien que la qualité de l'air se soit améliorée ces dernières années au regard des polluants réglementés, elle reste néanmoins une nuisance environnementale et un facteur de risque majeur pour la santé publique et en particulier des Franciliens, à l'instar de la pollution sonore également. La pollution atmosphérique, comme vous le savez, est quand même responsable d'un décès sur 10 par an en Île-de-France. Donc, après cette contextualisation, j'ai le plaisir de passer la parole à Fabrice Joly, qui est responsable du service d'études à Air Paris, et à Fanny Mietlicki, directrice de Bruit Paris, pour nous présenter donc cette méthodologie et surtout les usages que l'on pourra faire de ces cartographies inédites pour éclairer, guider, élaborer, évaluer ces politiques publiques à mettre en œuvre en termes d'urbanisme. Et très bon webinaire à tous. Merci pour cette introduction. Donc effectivement, avec Fanny, on va tout d'abord s'attacher à vous présenter les impacts sanitaires
et économique de la pollution atmosphérique et sonore. Ça a été rappelé effectivement avec des enjeux sanitaires importants, puisque l'exposition à la pollution de l'air augmente les risques à la fois de contracter ou d'aggraver des pathologies qui sont relativement nombreuses. Vous avez une petite infographie ici qui résume un petit peu toutes les pathologies possibles selon des polluants divers et variés, mais surtout avec quelques polluants problématiques comme les particules PM10, PM2,5, mais également les particules encore plus fines, qu'on appelle les particules ultra fines, le dioxyde d'azote, appelé aussi NO2, l'ozone, que vous avez peut-être entendu parler cette semaine compte tenu des conditions météo et avec un dépassement aussi qui s'est avéré cette semaine, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone. Donc tous ces polluants. Excusez-moi, excusez-moi. Oui. On n'entend pas très bien Fabrice quand Ah, vous parlez. Le son est d'accord. très faible. Il y a plein de messages sur le chat. Je suis désolée, je me suis permise Oui, de très vous bien. Est-ce que interrompre, c'est mais parce mieux que vous ici? entendez J'ai pris très. le micro directement. Ah bah là, c'est super. C'est très bon. Ah Enfin, ben, voilà, il y a des. donc, Ah bah voilà. Bon, on bah, reste on reste avec le micro. Je suis beaucoup plus à l'aise avec un micro, donc bon. ça va. Euh, Merci. pas de souci. Euh, donc, un résumé très rapide. L'exposition donc, à la pollution donc, augmente le risque de contracter des pathologies que vous avez sur l'infographie. Les polluants principaux, on parle évidemment des particules, plus ou moins fines, mais toute la famille des particules, le NO2, dioxyde d'azote, l'ozone, et d'autres polluants comme le monoxyde de carbone, par exemple. Donc, tous ces polluants ont un impact sur l'espérance de vie, les décès prématurés qui découlent de ces différentes pathologies. On a quand même une hiérarchie sur ces impacts en fonction de la population, que ce soit des populations jeunes comme les enfants ou les personnes âgées avec des impacts aussi importants sur des personnes qui ont déjà des maladies chroniques ou qui ont déjà des prédispositions génétiques. Et puis aussi la couche sociale la plus défavorisée aussi qui subissent potentiellement des impacts plus importants. Donc, cette pollution de l'air, en France, c'est 40 000 décès qui est attribuable directement à la pollution, avec une baisse d'espérance de vie moyenne de 8 mois. Et comme ça a été rappelé, un peu moins d'une personne sur 10 qui décède, dont l'attribution est directement liée à l'exposition à la pollution. En Île-de-France, on a mené une étude avec l'Observatoire régional de santé qui a permis d'identifier qu'en Île-de-France, compte tenu des niveaux de pollution actuels, on a environ 8000 décès prématurés, avec un peu moins de 2000 Parisiens et 5000 métropolitains. La petite note positive, ça a été rappelé, mais l'amélioration de la qualité de l'air est vraie depuis maintenant de nombreuses années, depuis plus de 10 ans. Donc, on a aussi une amélioration des paramètres sanitaires, comme vous pouvez le voir dans le petit encart à droite, avec par exemple une baisse de 40% des décès prématurés sur la période 2010-2019 du fait de l'amélioration de la qualité de l'air sur cette période. Donc, tout ça, c'est un... Alors, j'espère que vous m'entendez. C'est bon, c'est revenu. C'est Très bon. bien, merci. On a une petite coupure. Donc, je reprends sur les conséquences de la pollution atmosphérique qui a forcément un coût économique qui a été estimé à plus de 100 milliards d'euros par an. La large majorité de ce coût est liée au coût sanitaire, hein, euh, avec les différentes... si, c'est bon. Si, c'est bon. Pardon. Est-ce qu'on peut Euh, remettre la présentation, s'il vous plaît? Parce que du coup, le oui. partage d'écran est.
Donc c'est bon, on voit à nouveau la présentation, on vous voit à la caméra, enfin en Et, visio, et vous et, m'entendez? et on t'entend, Fabrice. Par contre, je pense que l'enregistrement a été interrompu Été avec interrompu. la perte de connexion. Mais bon, voilà. Enfin, Bah, merci beaucoup de votre aide. Donc, oui, les conséquences de cette pollution atmosphérique, mais ça a un coût économique qui est très important, hein, puisqu'il était estimé à plus de 100 milliards d'euros par an, avec une part forcément la plus importante, au moins 70% de de ce coût qui est lié à un coût sanitaire, mais c'est pas le seul. Il y a aussi un coût lié à l'impact sur l'environnement, avec par exemple des baisses de rendement, que ce soit agricole ou forestier, et également un impact sur le bâti, avec une dégradation donc, de ce bâti qui nécessite des réflexions et qui a aussi un coût très important. Bonjour à toutes et tous. Je vais faire le pendant des impacts maintenant du bruit sur la santé en termes socio-économiques. Donc, comme vous le savez, le bruit a plusieurs types d'effets. Il y a bon, déjà les effets sur l'audition, mais qui sont plutôt rencontrés en milieu professionnel ou lorsqu'on s'expose volontairement à des bruits d'intensité très forte. Mais par contre, dans l'exposition dans le domaine du bruit environnemental, on est plutôt dans la sphère de ce qu'on appelle les effets extra-auditifs, où en fait le bruit va agir comme un facteur de stress pour l'organisme et donc susciter à son apparition une élévation du rythme cardiaque, également de la pression artérielle. Et donc, si ce bruit devient chronique, susciter un certain nombre d'impacts pour la santé, donc à la fois des effets biologiques, des perturbations du sommeil, des perturbations du coup de la sécrétion des hormones et donc avec des conséquences sur les fonctions, sur la croissance, sur les fonctions végétatives, la fonction immunitaire, le métabolisme. On a également donc des perturbations d'ordre cardiovasculaire qui peuvent apparaître avec un risque accru de faire de l'hypertension ou de développer une maladie cardiovasculaire, un infarctus du myocarde ou autre. Donc ça, c'est tous les effets liés en fait aux facteurs de stress que représente le bruit. Ça également, le bruit évidemment a un effet perceptif, donc ça suscite de la gêne, de l'irritation, ça va venir perturber les concentrations. Et puis, bon, c'est un peu lié à ces effets subjectifs et biologiques. Ça va aussi avoir des conséquences sur le comportement, donc en termes de performance, voilà, au travail, des pertes des difficultés d'apprentissage et puis des conséquences en termes de troubles psychiques. On sait que le bruit est un facteur qui va aggraver les phénomènes d'anxiété, de dépression. Voilà. Et donc, ça peut aussi susciter de la prise de médicaments pour contrer des perturbations du sommeil ou des troubles psychiques. On a également donc, sur la région Île-de-France une évaluation un peu plus quantitative des impacts sanitaires représentés par le bruit des transports et plus particulièrement au sein de la zone dense francilienne, qui est un territoire sur lequel on dispose de plus d'informations que sur le reste de l'Île-de-France parce qu'on a des cartes plus précises qui tiennent compte de toutes les infrastructures de transport, alors qu'en dehors de cette partie du territoire, on n'a que les cartes de grandes infrastructures de transport avec au-dessus, par exemple pour le bruit routier, de 3 millions de véhicules par an. Donc à l'échelle de cette zone dense qui rassemble quand même 10,5 millions de franciliens, donc qui est la partie la plus dense, on a 2,3 millions de personnes qui sont fortement gênées par le bruit des transports
et près de 760 000 personnes fortement perturbées dans leur sommeil. Donc, ça représente respectivement 22% de la population et 7%. Et ça aboutit à 100 000 années de vie en bonne santé perdues chaque année, qu'on peut valoriser aussi après sur le plan économique. Si on rapporte un individu moyen, on est autour de 9,3 mois de vie en bonne santé perdue sur une vie entière en moyenne. Alors, contrairement à la pollution atmosphérique, on n'exprime pas ça en espérance de vie. Enfin, ce n'est pas de la mortalité prématurée, hein, c'est de la dégradation de pleine santé, même s'il y a dans cette part-là aussi quelques décès prématurés, mais qui sont en nombre beaucoup plus faible que pour la pollution atmosphérique. Néanmoins, voilà, le handicap lié quelque part au bruit représente jusqu'à plus de 3 ans dans les secteurs très exposés au bruit, qui souvent cumulent plusieurs sources de bruit des transports. En termes donc économiques, de manière analogue à ce qui a été fait pour la qualité de l'air, la pollution atmosphérique, on a une étude de l'ADEME et du Conseil national de bruit de 2021 qui a permis de chiffrer pour la première fois le coût social du bruit en France, et avec un chiffre de 147 milliards d'euros par an. Donc on voit qu'on est dans le même ordre de grandeur, je dirais, que les coûts de la pollution atmosphérique. Et la déclinaison francilienne de ce chiffrage a porté donc à 42,6 milliards d'euros par an. Donc ça représente 29% du total national. En Île-de-France, là, c'est le bruit sous toutes ses composantes, c'est-à-dire le bruit des transports, mais également le bruit qu'on appelle de voisinage, c'est-à-dire typiquement le bruit de vos voisins, le bruit des activités qui sont dans le voisinage direct de votre logement et des chantiers également. Et puis, on a intégré aussi le volet bruit sur le lieu de travail ou d'enseignement. Voilà, et donc voilà, cette décomposition hein, du coût social du bruit. Vous voyez, en Île-de-France, donc c'est 43 milliards d'euros. Ils se répartissent pour 84% en coûts sanitaires et pour 16% en coûts non sanitaires. Parce que, évidemment, bah, lorsqu'on dort mal, par exemple, du fait du bruit, on va avoir plus de mal, enfin, plus de difficultés à se concentrer au travail, par exemple. Et donc, ça engendre des pertes de productivité. Donc, ça a été intégré dans les coûts non sanitaires tangibles. Et puis également, les logements qui sont fortement exposés au bruit perdent une partie de leur valeur mobilière. Et donc, c'est ce qu'on a pu chiffrer à travers la dépréciation immobilière associée au bruit. Voilà. Il y a des tas de coûts qu'on n'a pas encore, qu'on ne sait pas encore évaluer. Ce sont les coûts, par exemple, liés aux impacts du bruit sur la perte d'usage des sols. Lorsqu'on est, par exemple, lorsque on habite autour d'un aéroport, il y a des zones qu'on appelle les plans d'exposition au bruit où il y a des contraintes pour la construction des logements. Et donc, évidemment, il y a une perte d'usage des sols à cet endroit-là. Donc ça n'a pas été intégré. Et n'ont pas été intégrés non plus dans cette évaluation économique les conséquences du bruit pour la biodiversité. Voilà. Je vais repasser la parole à Fabrice. Alors, sur la méthodologie de la cartographie que l'on a réalisée avec Bruit Parif, je vais vous présenter tout d'abord les éléments sur la qualité de l'air. Alors, on a différents polluants, comme on l'a vu tout à l'heure, qui ont un intérêt et un impact sur la santé. Donc, on a trois polluants qui sont pris en compte, qui sont le dioxyde d'azote, les particules PM10 et PM2,5. D'ailleurs, c'est des cartographies à l'échelle annuelle que l'on met à jour tous les ans, ces petites cartes que vous voyez juste à côté. Et puis, on a différentes valeurs aussi de référence que l'on utilise. La première étant évidemment la valeur limite réglementaire. Donc, c'est la valeur la plus haute que vous voyez sur le petit histogramme avec par exemple, pour le dioxyde d'azote, 40 microgrammes par mètre cube à respecter sur une échelle d'un an en moyenne annuelle. Et puis, donc, d'autres seuils. Cette révision de la directive air ambiant avec un projet de valeur limite réglementaire d'ici 2030 à respecter, qui est beaucoup plus faible puisqu'elle est à 20 microgrammes. Et puis un autre seuil qui est là une recommandation de l'OMS avec 10 microgrammes si on reprend l'exemple du NO2. Donc l'objectif, c'est déjà d'avoir quelque chose de relativement synthétique, déjà pour l'air,
en prenant en compte à la fois différents polluants et différents seuils réglementaires ou non avec les recommandations de l'OMS. Donc, c'est une méthodologie qui a été élaborée avec nos homologues aussi des associations agréées de surveillance de la qualité de l'air voilà, qu'on retrouve dans chaque région en France. Et donc, qui intègre à la fois ces différents polluants et ces seuils sous la forme de 7 classes que vous voyez juste à droite, avec la classe la plus favorable qui est la classe A avec un respect des recommandations OMS pour l'ensemble des polluants, et à l'inverse, la classe G où on a encore des dépassements de la valeur limite. Donc, ce qui nous amène à avoir la cartographie que vous avez sous les yeux pour l'année 2022. Donc le premier constat, c'est qu'on ne voit pas de bleu. Donc ça veut dire qu'on l'ensemble des franciliens sont exposés à au moins une recommandation de l'OMS, enfin à des niveaux supérieurs à la recommandation OMS. En l'occurrence, c'est pour les particules PM2,5. Lorsque l'on se rapproche à la fois du cœur dense de l'agglomération et plus encore à proximité des axes majeurs routiers, on a encore des dépassements de la valeur limite qu'on voit en marron, qui est vraiment très localisé à proximité des axes majeurs dans le cœur de l'agglomération. Et puis, sur la future valeur limite à horizon 2030, c'est tout ce que vous voyez en jaune, orange, rouge, donc qui se concentre à la fois sur les axes routiers majeurs du cœur de l'agglomération et encore plus sur une zone beaucoup plus étendue à Paris et principalement en Petite Couronne où on a ces dépassements. Donc ça, c'est la cartographie avec cette nouvelle méthodologie qui regroupe ces polluants, ces différents seuils et avec la carte que vous avez illustrée ici. Alors, pour le bruit, je vais vous présenter maintenant la méthode qu'on a appliquée pour essayer de travailler à une carte globale du bruit des transports. Donc, nous avons pris en compte 3 sources de bruit, le bruit routier, le bruit ferroviaire, le bruit aérien. Donc, une limitation importante de la méthode pour le bruit, hein, c'est que seuls les bruits des transports sont pris en compte à ce stade dans les cartographies qu'on est capable d'élaborer. Il n'y a pas encore de méthodes ni de modèles qui existent pour pouvoir tenir compte des bruits qu'on appelle d'activités, typiquement d'activités récréatives nocturnes, notamment sur Paris, par exemple, ou voilà, ou d'autres bruits que les bruits de chantier, par exemple, ne sont pas cartographiés parce que c'est déjà plus variable dans le temps que les bruits des transports. Et puis, voilà, on n'a pas encore ces. Donc, la carte n'est que partielle, en fait, hein, sur la thématique du bruit, puisqu'elle n'englobe que la problématique des transports, mais qui est néanmoins quand même la première source de nuisances sonores à l'échelle de la région Île-de-France. Alors, de la même manière donc, que pour la qualité de l'air, on a utilisé les recommandations sanitaires de l'Organisation mondiale de la santé qui sont données source par source, ainsi que les valeurs limites réglementaires existantes. On n'a pas de valeur limite future projetée pour l'instant dans le domaine du bruit, donc on n'a utilisé que ces 2 types de valeurs de référence, donc les recommandations sanitaires et les valeurs limites réglementaires qui s'appliquent à l'heure actuelle. Euh, pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure en introduction, on a une précision plus importante sur la zone dense francilienne qu'en dehors que sur le reste de la région où on a une description uniquement aux abords des grands axes routiers. Et donc la façon dont on a travaillé pour produire une carte globale, ça a été à l'image de ce qui s'est fait, de ce qui se fait pour la qualité de l'air à l'échelle nationale, sélectionner 7 classes de bruit en fonction des niveaux sonores de chaque source
et de les classifier en fonction de leur position par rapport aux valeurs OMS ou aux valeurs limites en faisant des tranches. Donc, vous voyez que les classes de bruit 1 et 2 correspondent à des situations où on respecte les objectifs de qualité fixés par l'OMS. Les classes 3 à 5, ce sont des situations intermédiaires. Les classes 6 à 7, on est au-delà des valeurs limites réglementaires. Et comme pour la qualité de l'air, on a retenu la classe la plus forte pour chaque source de bruit, observée pour chaque source de bruit, comme classe de l'indice de la carte globale bruit des transports que je vais vous présenter voilà, maintenant. Voilà, donc la carte résultante, vous l'avez sur cette diapo. Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a quand même toute une bonne partie de l'Île-de-France en bleu et en vert foncé, où on est dans des situations de respect des valeurs de recommandation de l'OMS. On a distingué dans cette partie de zones qui respectent les recommandations de l'OMS, quand même les zones qui sont survolées par des avions ou même si on est en dessous des recommandations de l'OMS, il peut arriver que les gens se plaignent du bruit. Voilà. Et puis, dès qu'on arrive en vert moyen jusqu'en orange, donc là, ce sont toutes les situations intermédiaires où on est au-dessus des recommandations de l'OMS et inférieur aux valeurs limites. On voit évidemment l'impact assez majeur des grands axes routiers, ferroviaires et également des plateformes aéroportuaires sur ces niveaux qui impactent grandement le territoire francilien. Et donc, les situations les plus critiques qui sont représentées en rouge ou en rouge foncé, qui sont les zones où il y a des dépassements des valeurs limites réglementaires, donc qui vont se concentrer autour des principaux grands axes routiers ferroviaires et des abords directs des aéroports, notamment les zones qu'on appelle les plans de gêne sonore autour des aéroports. Voilà. Alors, une des approches intéressantes de notre méthodologie, ça a été de travailler au croisement. Parce que bon, voilà, on a chacun du coup travaillé à une cartographie en 7 classes, donc de A à G pour la qualité de l'air, de 1 à 7 pour l'environnement sonore. Et on a beaucoup réfléchi ensemble et testé plusieurs choses pour voir comment on pouvait finalement travailler à une représentation qui représente bien, mette bien en lumière les zones du territoire qui cumulent les deux pollutions, tout en permettant de distinguer les enjeux spécifiques liés à chacune d'entre elles. Et donc, ça nous a conduit à retenir cette matrice, enfin cette approche bidimensionnelle, c'est-à-dire on a choisi de ne pas moyenner les choses, voilà, mais plutôt de garder voilà, la distinction entre les deux types de pollution et donc de faire une matrice, voilà, un damier de correspondance. Donc en fait, au niveau de la carte qui est produite, en chaque point du territoire, on a une information très fine de savoir dans quelle classe on se trouve en termes de croisement air-bruit. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en 1A, 2B, 3B, 7G? Donc, en fait, on a 7 fois 7, donc 49 possibilités. Donc ça, cette information, elle est disponible de manière fine, mais évidemment, elle n'est pas c'est pas facile de représenter 49 classes sur une carte. Donc on a choisi de simplifier les choses et de retenir 9 couleurs que vous avez voilà, à droite, la matrice simplifiée en 9 couleurs, pardon, pas 7, il y a 7 classes par. Voilà, qui va donc du bleu clair pour les zones particulièrement préservées qui sont soit en respect des recommandations de l'OMS pour le bruit ou proche des recommandations de l'OMS pour la qualité de l'air, et les situations qui ont une forte coexposition air-bruit. Donc, ça va être les 4 classes jaune, marron, violet et rouge, qui sont des classes où on est en situation altérée ou très dégradée simultanément pour les deux types de pollution. Voilà. Et après, donc, le bleu foncé, bleu moyen et bleu foncé sont des situations dégradées en termes de qualité de l'air, mais où il y a un environnement sonore préservé. Et inversement, les zones en gris moyen ou gris foncé, sont des zones où la qualité de l'air est relativement préservée, mais par contre où il y a des enjeux forts en termes de bruit. Alors, on va passer aux résultats. Voilà, c'est moi d'abord. Voilà.
Voilà, donc voilà le résultat de ces cartes. Donc vous avez à gauche la carte à l'échelle de l'Île-de-France, un zoom ensuite sur la zone dense en haut à droite, donc la zone des 14 collectivités qui ont en charge, notamment pour le bruit, d'élaborer des plans de prévention du bruit dans l'environnement et des cartes stratégiques de bruit. Et puis le zoom sur Paris pour faire ressortir les contrastes sur le territoire parisien des situations de coexposition à air bruit. Donc les enseignements qui sautent un petit peu aux yeux quand on regarde ces cartes, hein, c'est tout d'abord, bon, on l'a déjà dit, mais que les situations critiques de coexposition air bruit, donc les zones en rouge, sont situées à proximité directe des grands axes routiers, donc dans une zone de 100 à 200 mètres autour des grands axes routiers, au sein de la zone dense de la région Île-de-France, notamment à Paris ou au sein des collectivités de petite couronne. Et on voit aussi que les zones de desserte des aéroports sont particulièrement concernées, hein. On a voilà, les arrivées sur zones vers Roissy et vers Orly qui ressortent très bien en rouge. Alors, une grande partie, sinon, de la zone dense de la région Île-de-France est affectée par une situation altérée en termes à la fois de bruit et de qualité de l'air. Ce sont les zones que vous voyez en jaune, en raison de l'influence des grands axes routiers, mais aussi encore de l'activité aéroportuaire. Cette dernière, hein, l'activité aéroportuaire, représente un enjeu particulièrement fort pour la pollution sonore, parce que vous voyez qu'il y a des secteurs qui sont fortement survolés, qui apparaissent en marron, enfin en brun marron, je ne sais pas comment vous le voyez à l'écran. Voilà, et là, c'est des zones qui sont où il y a un enjeu particulièrement fort pour le bruit, même si la qualité de l'air n'est pas non plus satisfaisante. Voilà. Voilà, et bon, sur la pollution atmosphérique, on voit un contraste déjà au fur et à mesure où on se rapproche de la zone dense francilienne, notamment du cœur dense de l'agglomération à Paris et en proche banlieue, avec des zones en bleu foncé, donc où il y a un très fort enjeu qualité de l'air, mais par contre, un moindre, enfin, c'est moins, on a des zones qui sont encore préservées du bruit dans ces secteurs-là. Euh, voilà ce qu'on peut dire. Évidemment, la coexposition très forte autour du périphérique, puisque c'est un des axes où on a encore des dépassements des valeurs limites actuelles pour la qualité de l'air et pour le bruit. Donc, quand on fait le zoom sur Paris, vous voyez quand même qu'il y a des endroits qui sont un peu mieux lotis. Donc les bois qui ressortent avec une qualité de l'air et un environnement sonore un peu plus préservé. Et puis aussi certaines zones, hein, notamment sur la partie sud-ouest de la capitale, où on arrive à avoir des zones un peu moins exposées au bruit et à la pollution atmosphérique. Voilà, peut-être préciser que en dehors de la zone dense, vous voyez que le sud-est de la région Île-de-France bénéficie d'une qualité de l'air relativement bonne, hein, puisqu'on a beaucoup de bleu clair. Et tandis que le nord-ouest concentre peut-être davantage de problèmes de pollution atmosphérique. C'est lié probablement, Fabrice expliquera, au rayonnement sur l'ozone, peut-être, c'est ça? Ouais, ouais. Plutôt le NO2, voilà, avec bleu moyen. Et donc, voilà, globalement, on voit aussi les zones qui apparaissent en gris, qui sont des zones qui sont donc, plutôt concernées par la pollution sonore, mais peu par la pollution de l'air. Il s'agit essentiellement de secteurs donc, qui sont situés à proximité soit des voies ferrées dans le sud de l'Île-de-France, donc très localisées autour des faisceaux ferroviaires, ou également des zones qui sont affectées par les survols à destination de Paris-Orly ou de Paris-Charles de Gaulle. Alors surtout Paris-Orly qui ressort en gris parce qu'on a cette zone qui est relativement préservée pour la qualité de l'air en même temps. Donc ça ressort encore plus. Voilà. Grâce à cette représentation, et comme vous avez vu sur les cartes avec un maillage qui est relativement fin, eh bien, on peut croiser ces informations, que ce soit sur donc, de coexposition air et bruit, avec la localisation de la population.
et donc à avoir quelques statistiques sur différentes échelles, et ici sur l'échelle francilienne, avec différentes classes d'exposition où 80% quand même des franciliens sont exposés à des niveaux de pollution sonore et atmosphérique qui sont supérieurs à la recommandation, enfin aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc 80%. On avait vu que pour l'air, c'était 100%. Sur la partie la plus exposée, donc on retrouve 7% de la population, donc c'est la tranche qui est très dégradée à la fois pour le niveau sonore et la qualité de l'air, donc en rouge. Et l'essentiel de cette population se retrouve au sein de la métropole du Grand Paris, hein, avec 86% qui sont exposés à cette situation qui est très dégradée et qui est qualifiée ici de très dégradée. En zoomant sur le nombre aussi de communes, on peut voir qu'il y a un peu moins de 500 communes en Île-de-France avec enfin, qui présentent plus de la moitié de leur population qui est exposée à la fois à un air et à un environnement sonore qui est altéré ou très dégradé. Donc, c'est les quatre classes par exemple, que vous avez en jaune, violet, brun et rouge. Donc, on a environ 40% des communes qui ont au moins 50% de leur population avec ces niveaux altérés, voire plus, et un quart des communes, à l'inverse, qui sont relativement épargnées par les deux pollutions, même si on a vu que les recommandations OMS étaient dépassées pour la qualité de l'air, mais disons que sur des concentrations qui tournent autour de cette recommandation, on est sur 300, un peu plus de 300 communes qui ont une population qui est plutôt dans la zone préservée, donc en bleu clair. Alors, cette déclinaison des statistiques, on peut la faire à différentes échelles. On vient de la voir pour la région Île-de-France, mais ici, vous avez à Paris avec une situation qui est plutôt très dégradée pour la qualité de l'air, voir les deux aspects avec 15% de la population. En s'éloignant un petit peu du cœur dense de l'agglomération, on voit que, il y a de moins en moins de personnes exposées à des co-expositions très dégradées, et pour arriver à une population qui est plutôt en situation préservée quand on est en dehors de la zone agglomérée, pardon, donc plutôt en grande couronne, en zone rurale. Donc ça, c'est une première déclinaison. On peut aller encore plus finement avec ici l'exemple de la zone dense francilienne, où on peut voir pour chaque établissement EPCI la déclinaison des statistiques de la population exposée au bruit et à la qualité de l'air, avec évidemment des contrastes en fonction des territoires, hein, notamment, comme ça a été rappelé, à proximité des plateformes aéroportuaires ou en tout cas dans les couloirs aériens, comme on peut le voir sur la communauté de communes de Roissy, Pays de France, avec 65% de la population qui est exposée à un environnement sonore très dégradé. Et à l'inverse, voilà, des territoires qui présentent des situations un peu plus préservées que d'autres, comme le territoire de Grand Paris Sud, avec voilà, 6% de la population qui est plutôt en zone préservée. Donc voilà le travail aussi que l'on peut faire à partir de ces cartographies fine, à fine échelle, et donc de pouvoir étudier sur différents territoires la population exposée. Alors, tous ces résultats, vous pouvez évidemment les retrouver sur la plateforme de consultation, puisque ces cartes, elles sont en libre service, hein, et vous pouvez, donc, sur la plateforme qui s'appelle carto.airparif.bruitparif.fr, aller naviguer dans la carte, zoomer,
et retrouver les statistiques d'exposition, de co-exposition air-bruit aux différentes échelles et notamment à l'échelle de la commune. Voilà, donc je vais essayer de faire vous montrer comment fonctionne cette plateforme. Normalement, elle est là. Voilà, je pense que vous devez la voir. Voilà. Voilà, donc là, vous êtes sur la plateforme carto.airparif.bruitparif.fr, donc où vous allez retrouver évidemment toute vous avez moyen de vous déplacer, de zoomer dedans, de sélectionner si vous avez une adresse particulière, vous pouvez taper une adresse. Voilà, et là, on est au siège d'Air Paris, on se trouve. Voilà. Voilà, donc ça permet d'aller directement là où vous voulez et vous allez pouvoir aussi, alors je vais revenir sur une commune. Hop. On va aller sur la commune de Saint-Denis où est le siège de Bruit Paris et vous pouvez choisir de voir non pas la carte mais les statistiques de cette commune. Et donc là, vous allez avoir le petit camembert qui apparaît et normalement, hop, c'est bien cliquer dessus. Voilà. Le camembert, que vous pouvez retrouver ça, que vous pouvez exporter avec les données. Je vais mettre ce truc-là. Hop, voilà. Hop, voilà. Donc là, vous voyez les pourcentages de population et le nombre de personnes exposées au sein de la commune dans les différentes classes de co-exposition air bruit. Et vous pouvez les... Ouais, voilà, moi, j'arrive pas parce qu'on a un truc. Mais bon, voilà, le petit logo, enfin la petite marque, voilà, bravo, Fabrice, ça vous permet de télécharger ces informations. Voilà, et donc, voilà pour l'essentiel. Vous pouvez aussi vous déplacer, hein, évidemment, zoomer sur n'importe quel territoire. Tu veux que je revienne sur le... Arrêtez. Alors, les perspectives d'utilisation, ça a été un petit peu évoqué au début. Effectivement, l'objectif, c'est que les collectivités, effectivement, s'en emparent pour, par exemple, les plans d'urbanisme, mais également les différents plans climat, air et énergie ou le plan de prévention du bruit dans l'environnement. Ça permet à la fois d'identifier les zones de calme et de moindre pollution. Donc, l'objectif, c'est de plutôt préserver ces zones. Et à l'inverse, d'identifier où les niveaux à la fois d'air et de bruit sont plutôt dangereux pour la santé, ou en tout cas ont un impact pour la santé, avec des zones plutôt où des actions doivent être menées, soit de prévention, soit d'atténuation, donc pour limiter le bruit et la pollution atmosphérique. Ça peut permettre également d'évaluer au fil du temps l'efficacité des politiques publiques qui sont menées, alors évidemment plutôt sur du long terme, et puis de réaliser des croisements de l'information air-bruit avec d'autres paramètres. Ça a été évoqué notamment tout à l'heure sur les aspects santé, avec des relations aussi qu'on peut voir avec les données socio-économiques ou des indicateurs de santé pour affiner la compréhension de l'effet, non pas que air et bruit, mais bien l'effet cumulé des deux pollutions.
Et puis, par exemple, la localisation aussi des établissements recevant du public est plutôt une des personnes les plus sensibles, que ce soit les enfants à travers les établissements scolaires ou crèches ou les établissements de santé, pour bien identifier non plus ici les zones à enjeu, mais bien, par exemple, les établissements à enjeu qui seraient exposés à des coexpositions de air et bruit de manière importante. Vous avez ici les contacts d'Air Paris et Bruit Paris, ainsi que les sites internet. Alors, on va donc passer aux questions. Merci Fabrice, merci Fanny. Alors, je vais faire passer les questions en salle. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si vous en avez d'autres. Alors, on a essayé de répondre au fur et à mesure à certaines questions en live, mais il en reste quand même quelques-unes. La première, c'était de savoir s'il était prévu de différencier ces cartes d'impact sonore et pollution en fonction du jour et de la nuit, ce qui d'ailleurs, en termes de bruit, a potentiellement encore plus de sens. Alors, on a deux indicateurs en fait qu'on peut utiliser pour les cartes de bruit. C'est l'indicateur Elden qui a été utilisé dans le cadre de ce travail. L'indicateur en effet LN qui s'intéresse plus au niveau de bruit spécifiquement sur la période nocturne. Concernant le bruit des transports, en fait, on a fait la démarche avec les deux indicateurs pour tester en amont. Et en fait, la représentation finale ne changeait guère. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on utilise une classification avec l'indicateur Alden ou un indicateur Elden plus l'indicateur LN en tenant compte des deux, ne changeait pas voilà, le motif et donc ni les secteurs du coup de coexposition avec la pollution de l'air. Mais ce que je dis là vaut parce que pour l'instant, on s'intéresse exclusivement au bruit des transports. C'est vrai que si dans un futur proche ou, loin, ou un peu plus lointain, on arrive à intégrer d'autres types de bruits en modélisation, notamment les bruits d'activité récréative nocturne, ça pourra venir probablement changer les choses, notamment sur les cœurs, la zone dense, et notamment au sein de la ville de Paris, où on sait que c'est une source de bruit qui est quand même très impactante sur la période nocturne. Sur la qualité de l'air, ce travail est pas prévu. Néanmoins, on dispose de cartographies horaires qui sont disponibles en quasi temps réel sur notre site internet. Mais voilà, après, sur ce travail bien spécifique, pour le moment, non, on travaille pas dessus. Juste, j'ai oublié de préciser que l'indicateur Elden que je citais intègre en fait indirectement déjà la période de nuit et même lui donne un poids plus important qu'au bruit sur la période de jour. Donc en fait, cet indicateur, c'est pour ça qu'il fonctionne quand même relativement bien pour le croiser avec les cartes de qualité de l'air parce qu'il intègre en son sein en fait à la fois le bruit en journée, le bruit en soirée et le bruit la nuit en pondérant avec un facteur plus important le bruit de soirée et le bruit de nuit pour tenir compte du fait que ça suscite davantage de gêne ou de perturbation du sommeil chez les personnes exposées. Et sachant que pour la pollution de l'air, comme l'a dit Fabrice, il y a déjà des informations pour voir l'évolution temporelle et ces informations, d'ailleurs, elles vont prochainement se renforcer côté Air Paris. Et dire aussi que les indicateurs en matière de qualité de l'air, finalement, c'est généralement des indicateurs en termes de moyenne annuelle, nombre de jours. Et donc, il n'y a pas cette distinction initiale sur les données pour des raisons sanitaires, jour et nuit. On a ensuite une autre question sur la méthodo qui est sur la question qualité de l'air pour savoir pourquoi l'ozone n'a pas été pris en compte. Alors, on réalise d'autres cartographies qui prennent cet aspect-là, mais ici, on est vraiment sur une méthodologie qui permet d'être utilisée, et notamment comme je l'ai rappelé, dans les projets d'urbanisme, vraiment en lien avec l'urbanisme. Et l'ozone n'est pas forcément un indicateur le plus pertinent pour travailler à une échelle qui est plutôt fine avec des sources de pollution qui sont plus liées pour les NO2, les particules, à des sources très locales avec le trafic routier
le secteur résidentiel, par exemple, alors que l'ozone, on va être sur plutôt un polluant secondaire qui déjà n'est pas directement émis et qui va plutôt beaucoup voyager et donc qui n'est pas forcément le plus pertinent pour travailler à cette échelle fine et en lien avec l'objectif des cartos. On a une question sur l'accès aux données, notamment les données avec 49 et ou 9 classes. Seront-elles disponibles en open data ou en format SIG? Alors, au format SIG, enfin, on va dire la partie la plus fine, donc au format SIG avec les 7 x 7, donc 49 classes, les adhérents d'AirParif ou de BruitParif peuvent effectivement avoir accès à cette précision, donc pour pouvoir l'intégrer dans leur SIG. Et en compétence, en précisant que les données qui ont servi à faire ces cartes, elles, sont accessibles, elles, en open data, parce que c'est initialement des données réglementaires et la méthodologie a Oui, été présentée là aussi. tout à fait. Voilà. Et évidemment, s'il y a des centres de recherche aussi qui sont intéressés pour accéder aux données, ben, on les invite à nous contacter et puis à mettre en place une convention juste de partage de données, en fait, pour juste un petit peu encadrer l'utilisation. Mais voilà, évidemment que ce sont des données qu'on souhaite voir utilisées, y compris par les équipes de recherche, pour pouvoir progresser hein, sur tous ces sujets, et notamment les impacts sanitaires combinés ou synergiques ou voilà, couplés du bruit de la pollution de l'air, puisqu'on sait qu'il y a il y a des choses, des maladies cardiovasculaires ou le diabète, où les deux pollutions agissent, certainement par des voies différentes, des voies biologiques différentes, et donc ce serait intéressant de renforcer les études sur ces sujets-là. Après, je vais me permettre de regrouper deux questions. Une qui pose la question de la fréquence de mise à jour des données d'entrée, volume de trafic, composition du parc roulant, vitesse, etc., etc. Et une autre question qui demande, notamment pour la qualité de l'air extérieur, mais je pense que c'est aussi vrai pour le bruit, que comme ça peut varier d'un point de vue très local, comment c'est fait en termes de nombre de capteurs, de maillage, donc à savoir plutôt la question de la résolution spatiale des données initiales qui servent à produire ces cartes. Bon, pour le bruit, on est à une résolution de 5 mètres sur les modélisations, donc c'est assez précis. Après, ça reste de la modélisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas évidemment un capteur on n'a pas un sonomètre dans chaque maille de 5 mètres. Donc, voilà, notre carte, elle est établie par modélisation. On vérifie sur les 200 capteurs permanents de bruit parif ou sur les campagnes de mesure qui peuvent être réalisées que bah, les résultats de modélisation sont cohérents et voilà, qu'il n'y ait pas de grosses erreurs, mais ça reste de la modélisation, hein. Donc c'est sûr que c'est plutôt à prendre quand même comme une approche un petit peu, même si c'est très fin, comme une approche de diagnostic voilà, global sur un territoire à éventuellement affiner plus localement en fonction de retour de la collectivité ou de choses plus précises. C'était quoi l'autre question? Entrée. Les données d'entrée, voilà, le rythme de mise à jour. Alors, les cartes stratégiques de bruit, elles doivent être mises à jour tous les 5 ans dans le cadre de la directive européenne bruit dans l'environnement. Néanmoins, à Bruit Paris, on souhaite aller au-delà et donc on va engager dans les prochains mois, prochaines années, un gros travail. C'est inscrit dans notre plan stratégique d'orientation de développer ce qu'on appelle des cartes dynamiques de bruit des transports, mais aussi, si on peut, de bruit d'activité. L'idée étant de descendre à une résolution temporelle beaucoup plus fine pour mieux traduire les variations du bruit au cours de la journée, au cours de la semaine, voilà, et ne pas rester sur du statique qui est assez décevant, et qui ne reflète pas surtout les grandes variations. Alors, c'est particulièrement vrai, par exemple, pour le trafic aérien, ou selon si on est
enfin, si on est situé selon les configurations météorologiques, on va être parfois pas du tout survolé et parfois très survolé. Donc, c'est important de pouvoir faire varier les cartes de bruit en fonction des types de jours et des conditions aussi météorologiques qui influencent. Voilà, donc ça c'est un gros programme, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de ce type de modélisation qui existe à l'échelle de l'Île-de-France. On commence à faire des premiers tests là, notamment sur une carte dynamique du bruit routier sur le périphérique, et on a été intégré à un projet de recherche aussi qui va bientôt être lancé, qui va permettre de tester des cartes dynamiques bruit et air à l'échelle du territoire Paris-Est, Marne-et-Bois. Et voilà, nous, on n'est que partenaire de ce projet, mais c'est vrai que voilà, on a en tout cas à Bruit Paris la volonté vraiment de passer le cap de la carte statique vers la carte dynamique dans les années qui viennent, et puis de rejoindre en cela nos, nos amis d'Air Paris qui sont bien plus avancés dans ce domaine. Alors pour répondre à la résolution de la modélisation, donc on est sur une échelle à 50 mètres en grande couronne, donc avec une information maillée à 50 mètres, à 25 mètres en petite couronne et encore un petit peu plus fin sur Paris avec 12 mètres 50. Cette modélisation, bah, elle s'appuie sur différents outils, mais forcément sur nos stations de mesure qui nous permettent une assimilation des données au regard de ce qu'on mesure, donc on va dire un calage à partir de nos stations. Concernant les données d'entrée, alors elles évoluent assez rapidement et on essaye de les mettre à jour le plus rapidement possible en fonction des informations dont on dispose. La première qui évolue tout le temps et qu'on prend en compte, c'est le volume de trafic, puisqu'on a accès aux différentes boucles de comptage, que ce soit à la ville de Paris, mais aussi en dehors, même si dans Paris, on en a beaucoup plus, qui nous permettent de caler notre modèle de trafic avec les conditions réellement mesurées sur le terrain. Alors, le trafic routier, c'est pas que du volume, c'est aussi la composition du parc, et notamment du parc technologique, à travers le type de véhicule, les carburants des véhicules utilisés, etc. Et donc ça, on a vocation à le mettre maintenant à jour tous les ans, et notamment en lien avec des études de terrain qui sont menées au sein de la métropole pour avoir une image la plus fidèle possible de ce qui circule réellement, donc à travers ces différentes enquêtes. Merci beaucoup. Des questions sur les données d'entrée, on passe aux sorties, avec notamment une question sur est-ce qu'il y a une mise à jour qui est prévue de ces croisements et ces cartes, et si c'est le cas, à quelle fréquence? Alors, pour le bruit, moi j'ai rappelé que voilà, on dispose d'une mise à jour tous les 5 ans de la carte, des cartes stratégiques de bruit des transports. Au niveau Air Paris, c'est tous les ans. Donc on pourrait imaginer de faire, voilà, de faire bouger tous les ans, mais la mise à jour serait plutôt sur la qualité de l'air. Et puis tous les 5 ans, enfin dès qu'on a une nouvelle carte de bruit, d'en tenir compte. Mais oui, je pense que c'est quelque chose qu'on peut. La prochaine échéance pour la mise à jour de la carte stratégique de bruit, c'est 2027. Donc là, on aura forcément une mise à jour complète sur les deux volets. Et puis d'ici là, pourquoi pas, oui, intégrer euh, vos nouvelles cartes, hein, voilà, puisque maintenant la méthode est bien rodée. Côté bruit, on nous demande s'il est prévu d'intégrer des indicateurs événementiels pour les zones impactées, type bruit ferroviaire ou aérien. Oui, dès que ça rejoint un petit peu la question sur la modélisation plus dynamique, c'est-à-dire que dès lors qu'on va descendre à
des échelles temporelles plus fines, va se poser la question de travailler aussi avec une meilleure prise en compte des pics de bruit, des événements intempestifs. Enfin, voilà. Donc oui, après, les méthodes de modélisation, pour l'instant, elles sont quand même pas encore, elles sont encore du domaine de la recherche hein, sur les indicateurs événementiels. Donc c'est quand même encore compliqué de faire des cartes à l'échelle francilienne d'indicateurs événementiels, mais on y travaille dans le domaine du bruit ferroviaire notamment, et puis on espère aussi bientôt le faire sur le bruit aérien. Donc oui, oui, ça fait partie de ce vaste sujet qui est la carte dynamique. Ça intègre à la fois la résolution temporelle, mais aussi le fait de travailler plus avec la dynamique du bruit, et donc des pics de bruit, des indicateurs événementiels qui sont derrière. Alors, une peut-être dernière question. On demande, les zones rouges ont-elles des caractéristiques communes en termes d'urbanisme permettant d'imaginer des solutions d'atténuation de même nature comme une réduction drastique du trafic routier dans ces zones? Et donc, potentiellement, ça veut dire, est-ce qu'on est revenu passer des niveaux aux sources et donc potentiellement aux actions de réduction? On n'a pas fait ce travail, mais comme on peut le voir ici sur la cartographie, il est vrai que bah, le trafic routier présente un enjeu majeur. Donc, parmi les sources, bah, pour l'air, il y a évidemment le volume, il y a la composition aussi de ce qui roule, et puis d'autres aspects comme la fluidité du trafic, où là, on peut avoir peut-être des choses un peu plus complexes entre l'air et le bruit, si tu veux en dire un petit mot. C'est vrai que sur les deux premiers volets, à savoir le volume et puis la composition du parc, moi, ça va dans le même sens a priori. C'est-à-dire que voilà, si on enlève, enfin, si on convertit pas mal de poids lourds diesel sur des véhicules plus propres, bah, ça va jouer favorablement tant pour la qualité de l'air que pour le bruit. La part, l'évolution de la part des véhicules électriques ou hybrides aussi, ça va dans le même sens, hein, voilà. Pour alors, le volume de trafic, c'est plus linéaire, je dirais, pour la qualité de l'air et moins pour le bruit, parce qu'il faut quand même une diminution importante du volume de trafic pour voir une, enfin, une évolution qu'on peut toucher, enfin, je dirais, entendre à l'oreille sur le bruit. En gros, il faut réduire de moitié le trafic à peu près pour gagner 3 décibels. Et 3 décibels, on commence à le percevoir à l'oreille, mais ce n'est pas non plus une forte amélioration. Donc, en fait, les marges de manœuvre pour le bruit routier, c'est plus sur, d'une part, les vitesses de circulation qui jouent beaucoup plus hein, à tout prendre que le débit. Donc, nous, c'est vrai que c'est un facteur à condition, évidemment, que ça ne crée pas de la congestion et que se superposent pas ensuite des pics de bruit liés au klaxon et des phénomènes d'accélération, décélération. Mais si on est en régime fluide et qu'on roule moins vite, ça fait moins de bruit. Donc, ça, c'est vrai que c'est un levier important qui est voilà, moins clair du côté qualité de l'air. En tout cas, bah, l'intérêt de nos cartes, et surtout si on arrive à faire ces cartes après de manière un peu plus fine d'un point de vue temporel, c'est de pouvoir voir justement ces beaux bénéfices ou au contraire ces effets un peu, euh, un peu diversifiés des actions mises en œuvre. Euh, voilà, et puis nous, il y a aussi l'importance des revêtements de chaussée pour faire diminuer le bruit. Donc, le fait d'agir sur l'interaction pneu-chaussée qui diminue fortement le bruit de roulement. Donc, on peut travailler un petit peu sur les pneus, mais surtout sur les caractéristiques de revêtement de chaussée. Et là aussi, c'est une zone de recherche encore pour savoir si lorsqu'on met du revêtement acoustique, en fait, est-ce que ça a un effet bénéfique pour la qualité de l'air ou au contraire, est-ce que ça suscite plus de problèmes qu'autre chose? En fait, on n'a pas beaucoup d'études hein, à ce jour et donc bah, ça serait très intéressant évidemment de travailler ensemble sur ces sujets-là. Voilà. Merci Fanny. On a une question en direct de la salle. On a cité notamment le fait de plutôt diminuer le flux
du trafic d'une manière importante ou de gérer sur les chaussées. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet sur le parc roulant aussi et sur potentiellement une contribution plus importante, notamment éventuellement des deux roues et des poids lourds vis-à-vis du bruit? Oui, bah, je l'ai évoqué en disant qu'en effet, la composition du parc, elle était évidemment importante pour les deux sujets, hein, bruit comme pollution atmosphérique, que si on diminue la part des véhicules les plus émissifs en bruit ou en pollution atmosphérique. Alors, les plus émissifs en bruit, ce sont les poids lourds, hein, clairement, les bus quand ils ne sont pas électriques ou hybrides. Donc ça, c'est voilà. Et les deux roues motorisées, alors, notamment ceux qui sont conduits en sur-régime ou lorsque le pot d'échappement a été changé, modifié, trafiqué. Donc là, c'est une vraie nuisance sonore. Alors je sais que ça a un impact aussi, les scooters et les deux roues, sur la qualité de l'air. Non, voilà. Oui, et effectivement, peut-être moins sur la qualité de l'air, mais tout dépend quand même du polluant visé, puisqu'il y a quand même des polluants qui sont très marqués, et notamment les composés organiques volatiles, qui sont très marqués par la contribution très importante des deux roues motorisées. Donc voilà, ça reste vrai aussi, même pour la qualité de l'air. Merci beaucoup pour ces réponses. Alors, on avait encore une ou deux questions sur la partie méthodo ou accès aux données, mais on en a passé beaucoup. On est bien évidemment à votre disposition pour y répondre, notamment à travers les adresses mail qui ont été présentées. On va passer, oui, je suis désolé Alexandre, mais on va devoir arrêter pour la dernière question. On est à votre disposition pour y répondre et voir notamment par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres régions. Pour rappel, le webinaire, il était surtout à destination des collectivités franciliennes, mais on était très contents de vous compter si nombreux et si diversifiés à ce webinaire. Vous étiez plus de 145 à suivre le webinaire. Encore une fois, les données, les stats et les cartes sont accessibles via la plateforme présente sur la présentation et on vous enverra bien évidemment la présentation à tous les inscrits. Voilà, merci beaucoup. Bon après-midi à vous. Merci. Bon après-midi. Merci. Merci.